Comment un conte pour enfants, qui est parti d'une toute petite phrase griffonnée par hasard sur une copie d'examen, a pu devenir un pilier de la littérature moderne? Comment a-t-il pu, à lui seul, redéfinir tout un genre littéraire? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer le Hobbit de J.R.R. Tolkien pour comprendre comment cette petite aventure est devenue un classique absolument immense. C'est une histoire fascinante et on va la découvrir ensemble. Et tout commence ici, avec cette phrase, simple, presque banale en apparence, mais qui contenait déjà la graine de tout un univers. Il faut imaginer la scène. On est au début des années 30. Tolkien est professeur à Oxford et il passe son été à corriger une montagne de copies d'examen. Un travail, on s'en doute, assez pénible. Et au lieu de tout ça, il tombe sur une page laissée blanche par un étudiant. Et là, sans réfléchir, de manière complètement spontanée, il écrit ces quelques mots : « Dans un trou vivait un hobbit ». Tolkien dira lui-même plus tard qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était un hobbit à ce moment-là. Mais le mot l'a intrigué, l'image lui a plu, et cette petite étincelle, ce moment d'inspiration pure, a été le point de départ de tout. Alors, pour bien comprendre l'importance de ce livre, il faut d'abord revenir à l'histoire elle-même. C'est notre première partie, le voyage d'un cambrioleur. Parce que sous ces airs de contes d'aventure assez classiques, c'est en réalité l'histoire d'une transformation personnelle. Celle d'un héros qui, au départ, ne voulait surtout pas d'ennui. Notre héros, c'est donc Bilbo Bessac, un hobbit. Et un hobbit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une petite créature qui aime avant tout son confort, la bonne nourriture et une vie bien rangée dans son petit trou douillette cul-de-sac. L'aventure, le danger, non merci, très peu pour lui. C'est l'incarnation de la tranquillité. Sauf qu'un jour, cet équilibre est complètement bouleversé. Le magicien Gandalf débarque chez lui, suivi d'une bande de 13 nains, menés par leur chef Thorin. Et leur projet est un peu fou. Ils veulent retourner à la montagne solitaire pour reprendre leur royaume et leur trésor, qui est gardé par un immense et terrible dragon, Smaug. Pour y arriver, il leur faut un cambrioleur. Et Gandalf, pour une raison un peu mystérieuse, a choisi Bilbo. Au début, évidemment, Bilbo est horrifié, mais poussé par quelque chose qu'il ne s'explique pas lui-même, il finit par accepter et se lance dans cette quête qui le dépasse complètement. Et ce périple, c'est vraiment la colonne vertébrale du roman. Chaque étape, qu'on voit ici, l'éloigne un peu plus de sa petite vie confortable pour le plonger dans un monde à la fois merveilleux et super dangereux. Le départ de cul-de-sac, c'est déjà un arrachement. Très vite, il y a la première épreuve, les trolls. Là, il fait une gaffe qui manque de coûter la vie à tout le monde. C'est la ruse de Gandalf qui les sauve. Mais c'est aussi là qu'il trouve sa petite épée, Dar. Ensuite, petite pause à Foncombe, le refuge des elfes où le sage Elrond leur donne de précieux conseils. Et juste après, c'est le moment clé, perdu dans les tunnels des gobelins, Bilbo trouve un anneau. C'est là qu'il rencontre Gollum et qu'il gagne sa liberté dans un jeu d'énigmes. Ce moment va tout changer. Le voyage continue dans la forêt de Grandpeur, et là, Bilbo, beaucoup plus sûr de lui, sauve les nains des araignées géantes, puis des elfes des bois, en utilisant son anneau. Chaque épreuve le transforme, jusqu'à l'arrivée finale à la montagne solitaire, face au dragon Smaug. C'est vraiment ça, la plus grande richesse du livre. Le voyage, il n'est pas juste sur une carte, il est surtout intérieur. Oui, l'objectif, c'est de récupérer un trésor, mais la vraie récompense, c'est la métamorphose de Bilbo. Le hobbit qui avait peur de rater l'heure du thé se retrouve à affronter des monstres, à discuter avec un dragon, et même à prendre des décisions très lourdes pendant la grande bataille des 5 armées, en allant contre ses propres amis pour essayer de faire la paix. Il découvre en lui un courage, une intelligence et une bonté qu'il ne soupçonnait pas du tout. C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un roman d'apprentissage, l'histoire de quelqu'un qui grandit et qui mûrit à travers les épreuves qu'il traverse. Ok, maintenant qu'on a bien l'histoire en tête, on va passer en coulisses. On va entrer dans l'atelier de l'auteur. Comment une œuvre pareille a-t-elle bien pu naître ? Pour ça, il faut s'intéresser à l'homme derrière la légende, J.R.R. Tolkien, et à sa façon de créer. C'est la grande question, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est le résultat d'un plan super bien préparé, un coup de chance total, ou alors une alchimie un peu magique entre la vie de l'auteur et ses inspirations ? Pour le Hobbit, en fait, la réponse est un mélange fascinant de tout ça à la fois. Il faut savoir qu'au départ, le Hobbit n'était absolument pas destiné à être publié. Tolkien avait commencé à écrire cette histoire pour ses propres enfants, il leur lisait les chapitres le soir, au fur et à mesure. Le manuscrit est d'ailleurs resté inachevé pendant des années. Il a juste circulé un peu comme ça, dans son cercle d'amis à Oxford, notamment les Inklings, un groupe dont faisait partie C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Et c'est un concours de circonstances qui a tout changé. Une ancienne étudiante de Tolkien a parlé du manuscrit à une amie qui travaillait dans une maison d'édition. L'éditrice, curieuse, a réussi à convaincre Tolkien de terminer son histoire. Sans ça, la Terre du Milieu serait peut-être restée une histoire privée. Alors, pour créer un monde aussi riche, où est-ce que Tolkien est allé chercher ses idées ?
Eh bien, il a pioché dans tout ce qu'il connaissait. En tant que spécialiste des langues et des textes anciens, il était un vrai expert des mythes européens. On sent par exemple très fort l'influence de Beowulf, un vieux poème anglo-saxon. La scène où Bilbo vole une coupe au dragon Smaug, c'est presque la même que dans ce poème. La mythologie nordique est partout aussi. Gandalf, le magicien errant et sage, fait beaucoup penser au dieu Odin. Et encore plus fou, les noms des 13 nains sont quasiment tous pris directement dans un texte scandinave ancien, la Voluspa. Bien sûr, il y a aussi la structure des contes de fées à la manière des frères Grimm. Et puis, il y a ses propres expériences, comme une randonnée dans les Alpes suisses qui lui a inspiré le décor des montagnes de brume. Et voici la petite touche finale de l'histoire, une anecdote que je trouve géniale. Une fois le manuscrit terminé, l'éditeur, Stanley Winin, n'était pas encore tout à fait sûr de son coup. Il avait une méthode un peu spéciale. Il faisait lire les livres pour enfants à son propre fils. Il a donc donné le Hobbit à son fils de 10 ans, Rainer, en lui promettant une petite pièce pour son rapport de lecture. Le gamin a absolument adoré et il a écrit cette critique: «Le livre devrait plaire à tous les enfants de 5 à 9 ans». Cet avis, simple et direct, venant d'un enfant, a été ce qui a convaincu l'éditeur de publier le livre. Comme quoi, parfois les plus grands succès littéraires tiennent à l'avis d'un jeune lecteur enthousiaste. Bon, Le Hobbit sort en 1937 et c'est un succès immédiat. L'éditeur demande donc à Tolkien une suite. Et c'est en commençant à écrire ce qui allait devenir l'immense Seigneur des Anneaux que Tolkien s'est rendu compte d'un gros problème. Le Hobbit, c'était un conte pour enfants, avec un ton assez léger. Mais la suite qu'il imaginait était beaucoup plus sombre, beaucoup plus épique. Pour que les deux histoires fonctionnent ensemble, il a dû faire une modification, une révision qui en fait a tout changé. Le problème se trouvait dans un chapitre bien précis, le chapitre 5, Énigme dans l'obscurité. Dans la toute première version du Hobbit, l'anneau que Bilbo trouve est juste un objet magique, pratique pour devenir invisible, mais rien de plus. Sauf que dans Le Seigneur des Anneaux, cet anneau devenait l'anneau unique, un artefact surpuissant et maléfique créé par le Seigneur des Ténèbres Sauron. La nature de l'anneau avait changé du tout au tout. Du coup, l'histoire de sa découverte par Bilbo ne collait plus. Tolkien a donc dû faire ce qu'on appelle aujourd'hui un retcon. Il est revenu en arrière et il a réécrit une partie de son propre livre. Cette comparaison montre bien le changement radical. À gauche, la version de 1937, Gollum est une créature un peu bizarre mais pas méchante. Il propose un jeu d'énigmes et il met son anneau en jeu de son plein gré. Quand il perd, bon, il est déçu, mais il tient sa promesse et il montre la sortie à Bilbo. Il est presque attachant. Maintenant, regardons la version de 1951, celle qu'on lit aujourd'hui. Là, c'est plus du tout la même chose. L'anneau, ce n'est pas un simple objet, c'est son précieux, son trésor, sa vie. L'idée de le perdre le rend complètement fou. Il n'a aucune intention d'aider Bilbo, il veut le tuer pour récupérer son bien. Gollum devient un personnage tragique, menaçant, entièrement dévoré par son obsession. On passe d'un conte à une véritable tragédie. Ce n'est donc pas un petit ajustement, c'est une réécriture qui change en profondeur toute la mythologie de l'œuvre. D'un simple gadget, l'anneau devient le centre d'une lutte immense entre le bien et le mal, qui sera le cœur du Seigneur des Anneaux. Et le plus génial, c'est la façon dont Tolkien a justifié ce changement dans l'histoire elle-même. Dans l'introduction du Seigneur des Anneaux, il explique que la première version du chapitre, c'était en fait le mensonge que Bilbo avait raconté au début pour cacher la vérité bien plus sombre sur la façon dont il avait vraiment obtenu l'anneau. C'est une pirouette narrative absolument brillante. On arrive à notre dernière partie, l'héritage de la Terre du Milieu. Au final, quel est l'impact du Hobbit sur le long terme ? Eh bien, au-delà de son propre succès, ce livre a servi de fondation, de brouillon pour tout ce qui allait suivre, que ce soit dans l'œuvre de Tolkien ou bien au-delà. C'est assez incroyable quand on met les deux histoires côte à côte. Le Hobbit a vraiment servi de plan pour le Seigneur des Anneaux. Regardez ce tableau, la structure est quasi identique. Dans les deux cas, ça commence par un hobbit qui quitte sa maison de cul-de-sac. Dans les deux cas, il y a une pause bien méritée à Fontcombe, chez Elrond. Les deux récits ont une éprouve terrifiante sous terre, la fuite des grottes des Gobelins pour Bilbo et la traversée des mines de la Moria pour la communauté. Chaque histoire se termine par une bataille gigantesque et par le retour d'un roi légitime sur son trône. C'est le même squelette narratif, mais le Seigneur des Anneaux a tout amplifié, avec des enjeux beaucoup plus grands. Mais l'héritage du Hobbit va bien plus loin que l'œuvre de Tolkien. Ce livre a en quelque sorte inventé les règles de ce qu'on appelle aujourd'hui la high fantasy, c'est-à-dire un genre qui se passe dans un monde totalement inventé, avec sa propre histoire, sa propre géographie, ses propres peuples, ses propres langues, la carte au début du livre, les différentes races comme les elfes, les nains, les hobbits, chacune avec sa culture, tout ça est devenu la norme du genre. Des générations entières d'écrivains, de créateurs de jeux, de cinéastes ont suivi, consciemment ou non, les traces laissées par le voyage de Bilbo. Alors, pour conclure,
est-ce qu'un simple livre pour enfants peut vraiment redéfinir un genre littéraire tout entier? Après tout ce qu'on vient de voir, la réponse est un grand oui, sans hésiter. Le voyage de Bilbo, né d'une phrase écrite par hasard, nourri par une connaissance incroyable des vieux mythes, est devenu bien plus qu'un conte. Grâce à cette fameuse révision qui a transformé un petit anneau magique en un symbole de pouvoir absolu, le Hobbit n'est pas seulement devenu l'introduction à une saga monumentale, il a carrément posé les bases de toute la fantaisie moderne. C'est la preuve éclatante qu'une petite histoire, quand elle est portée par une grande vision, peut devenir une légende absolument immense et éternelle.